Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, nous sommes le samedi 11 avril. Bien, en France, nous avons un problème avec le confinement. C'est vrai que la discipline n'est pas la première des qualités des Français, mais il faut dire également que le message gouvernemental a toujours été très trouble, très imprécis. Rappelez-vous, Emmanuel Macron allait au théâtre, 2 jours après il nous disait de rester confinés chez nous, puis on nous redisait d'aller voter. Pendant ce temps, Brigitte se baladait sur les quais de Seine. Donc, en fin de compte, ça a été un message quand même relativement très trouble. Alors, une petite anecdote, nous apprenons hier, je crois, qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent au sport. Des gens qui profitent du confinement pour se mettre au jogging. Quand même, période de confinement, aller multiplier les sorties pour s'entraîner, c'est un petit peu paradoxal. Alors, je rajoute en plus qu'on a des arrêtés municipaux, mais c'est ubuesque, arrêtés municipaux préfectoraux, qui interdit à Paris d'aller courir de 10h à 19h. C'est-à-dire qu'on préfère, en fin de compte, euh, euh, entasser les gens le matin avant 10h et de nouveau les regrouper après 19h. Donc ils vont avoir plus de chances euh, de ne pas respecter les distances, plus de malchance, on va dire, de ne pas respecter les distances de sécurité. Et voilà, plutôt que d'avoir un étalement sur toute la journée de ces sportifs, si vous voulez, eh ben non, on préfère prendre des arrêtés complètement, euh, complètement bidons. Hein. Euh, donc je dirais quelque part, vous savez, l'administration d'une ville ou d'un pays, c'est pas quand tout va bien, c'est justement quand ça va mal. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et là, on voit que, en fin de compte, ils font n'importe quoi. Donc, Madame Hidalgo à Paris montre son incapacité à gérer une période de crise. Enfin, de toute façon, même en temps normal, déjà, la situation a empiré en quelques années. Donc, je vous dirais qu'en situation de crise, c'est au secours. Bien, puis on s'aperçoit aussi que les gens prennent des prétextes pour sortir. Ils souffrent de la solitude, hein, c'est pas évident. Notamment les personnes âgées. En faisant des sondages auprès de, notamment des pharmaciens, on s'aperçoit que vous avez des personnes qui vont 2 ou 3 fois dans la semaine à la pharmacie. Ah, c'est pour la bonne cause, hein. Je vais chercher une boîte de sirop, 2 jours après je repars, ah mais j'ai une boîte d'aspirine ou le paracétamol. Voilà, des trucs. Attendez, restez confinés. Vous voulez multiplier les, les occasions de rencontrer le corona, je ne comprends pas. Vous allez une fois dans la semaine, éventuellement à la pharmacie, vous regroupez tout. Ben non, ben en fin de compte, c'est un prétexte pour sortir. Hein. On se donne bonne conscience. C'est pour la bonne cause, je vais chercher des médicaments. Oui, bien sûr. Enfin bon. Alors, il y a 3 jours, je crois, nous avions l'occasion d'avoir une super vidéo de Nicolas Dupont-Aignan et en même temps, Sud Radio, dans les heures qui suivaient, nous faisait une émission et nous dévoilait le poteau rose, le fameux funérarium de Rungis, où 200 corps sont entreposés et, eh ben, c'est pas gratuit. 159 € de frais de dossier, 35 € par jour de gardiennage, de stockage, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, et puis ça coûte 55 € pour se recueillir devant le cercueil pendant 20 minutes. Ouf. Donc ça a fait quand même un scandale, hein. Ça a été repris, même par les journaux télévisés de 20 heures qui en ont quand même parlé. Hein. Et donc le groupe OGF qui gère ce stockage chambre froide à Rungis a réagi et a précisé que ça serait désormais gratuit et que donc à partir de lundi, des enterrements vont commencer, mais que c'est limité à 5 personnes par enterrement. Voilà, déjà, vous voyez, mais quand les gens présentent des notes, vous vous rendez compte, compte tenu du retard pour les enterrements, on a facilement 8-10 jours hein, de gardiennage, de la dépouille du défunt, et donc on va présenter des notes de, grosso modo, pas loin de 800 à 1000 €. Donc, quelque part, ça vous montre bien que tout est géré au doigt mouillé, quoi, je veux dire. Euh, on fait, on prend des décisions spécifiques pour des conditions exceptionnelles, mais quand même c'est à l'État de dire, attendez, vous gérez le truc à Rungis, mais vous ne faites rien payer. Non, on attend que les premiers reçoivent les factures, payent,
Si ça ne fait pas de bruit, on continue à racketter les gens. Et puis là, bon, ça s'est trop su, donc du coup, on revient en arrière. Mais vous voyez? Mais attendez, c'est quoi cette histoire? Mais c'est vrai que, attendez, on ne joue pas dans la même cour d'école. Ces gens-là, 800, 1000 euros, c'est que dalle. Mais 1000 euros pour certains, pour un défunt, ben, c'est le salaire. Ils vivent un mois avec. Et si ils donnent 1000 euros, rien qu'en stockage, gardiennage, plus encore l'emplacement au cimetière, plus le prix du cercueil, etc., mais comment vont-ils faire face, hein? Personne ne se met à leur place. Voilà. Et ben, moi, je me mets à leur place. Enfin bon, c'est comme ça. Donc, vous apercevez qu'ils n'en ont rien à foutre tout en haut, là, les élites. Donc, voilà. Ils ne se rendent même pas compte. Même pas compte. Enfin bon. Bon, évidemment, nous n'avons toujours pas de gants, pas de masques. Certaines livraisons arriveront en juin, on nous a dit. Hein. Bon, franchement, commandez votre crème solaire, vous l'aurez au mois de novembre pour la Toussaint. Bien. J'ai vu une vidéo qui montrait le Maroc, 90 dirhams les sans masques, soit environ 8 euros. Eux, ils ont des masques. Le traitement à la chloroquine est gratuit pour toutes les personnes qui sont malades du Covid-19. Franchement, c'est nous qui sommes un pays développé ou on est en voie de développement? Je ne comprends pas, là. Quand on voit la comparaison avec le Maroc, eh ben, on est vraiment très mal gouverné, très très mal gouverné. Alors, en France, on préfère vous pister pour vous verbaliser plutôt que de vous dépister pour vous soigner. N'est-il pas? Le comble, Brigitte vous demande de faire un don de 5 euros par SMS pour aider les hôpitaux. Les hôpitaux que l'hôpital public, que Macron, par ses restrictions budgétaires ordonnées par Bruxelles, cet hôpital que Macron a détruit et veut toujours continuer à avoir des plans de suppression de lits. Et nous, il faut qu'on donne de l'argent, hein, mais qu'elle en parle à son mari, à son cher Emmanuel. Et je voudrais revenir, on en est, je crois, à peu près à 600 000 PV pour le non-confinement. Mais dites-moi, tout cet argent, ça fait presque 1 million d'euros, hein. Tout cet argent, il va aller où? J'espère qu'on va le louer au budget des hôpitaux, hein. J'espère, hein. Ils ne vont pas le mettre ailleurs, hein. Enfin bon. Donc, le président a rencontré Didier Raoult ce 9 avril. Alors, ça rend un peu ambiguë la position de l'État à l'égard de la chloroquine, car notre gouvernement a longtemps oscillé entre plusieurs avis. Et puis, en fin de compte, il attend la décision de la commission du Haut Conseil de la santé publique, dont les liens d'intérêt de son président avec des laboratoires interpellent. Son président, c'est M. Christian Chidiac. Le profil de ce dernier mérite qu'on s'y attarde, car il déclare des liens d'intérêt, avantages, rémunérations, des conventions avec de très nombreux groupes de l'industrie pharmaceutique, Pfizer, MSD, Novex Pharma, AbbVie, Euromedica, et aussi le fameux laboratoire Gilead. Ce laboratoire pharmaceutique qui fabrique le Remdesivir est un médicament concurrent de la chloroquine. Et donc, il y a des essais cliniques entre les deux, entre plusieurs même, et voilà. Mais effectivement, en 2014-2019, M. Christian Chidiac a déclaré plusieurs milliers d'euros d'avantages perçus en transport. Enfin, quand je dis plusieurs milliers, c'est peut-être même plusieurs centaines de milliers d'euros. Hein. Repas, hébergement, inscription à des colloques, des rémunérations pour l'écriture d'études scientifiques en tant qu'expert. Tout ça au service de ce géant pharmaceutique américain. Voilà. Donc c'est quand même troublant quand une préside une commission qui doit décider, qui doit orienter des traitements, que le président de cette commission soit partie prenante dans un laboratoire qui lui-même soumet des projets. Alors, idem, Céline Cazorla, qui est vice-présidente, elle a aussi des liens d'intérêt. Il y a un autre monsieur qui est membre de la commission qui a aussi siégé au sein du bureau exécutif de Gilead. Donc voilà. Donc on comprend maintenant pourquoi la France est très, très embêtée par rapport au traitement du professeur Raoult. Voilà. En plus, alors on vous dit qu'il y a ce qu'on appelle un fameux essai clinique Discovery, mais en fin de compte, il se fait chloroquine seule, sans l'antibiotique azithromycine. Et donc voilà. Donc
les personnes qui travaillent avec le professeur Raoult nous disent s'il voulait saboter l'essai en cours, il ne pourrait pas mieux s'y prendre. Voilà. Donc la seule chose qu'ils ont eu de positive dans la semaine, c'est que Macron est venu les voir, mais pour l'instant, il n'y a rien de bien, décisif dans la façon de faire. Donc, effectivement, en rendant visite au professeur Raoult, Macron essaye de sauver un peu sa tête. Imaginons un seul instant que cette chloroquine s'avère vraiment efficace et qu'on s'aperçoive en fin de compte qu'on a perdu 2 mois, 3 mois à attendre. Combien de morts depuis le pauvre Macron, enfin le pauvre, non, je ne le plains pas, il n'y a plus qu'à prendre un hélicoptère pour s'enfuir n'importe où. Alors on a dit qu'il a pris cette décision influencée par Brigitte. Parce qu'en fin de compte, vous savez, malgré ses airs de commandant en chef, nous sommes en guerre, il cherche à sauver sa peau, le soldat Macron. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez franchement qu'il dirige quoi que ce soit depuis le début de l'épidémie? Tout est de la com. Alors, il est allé à Marseille, il s'est rendu à Marseille, on ne pourra plus dire qu'il est à la traîne de l'opinion. C'est vrai que précédemment, il était à Marseille, le matin même, il était en Seine-Saint-Denis, donc en plein confinement, il a provoqué un attroupement. Donc bonjour, bonjour pour la contamination. D'ailleurs, il s'y est fait insulter, soit disant qu'on lui a balancé des œufs, je sais pas, j'ai pas vu. Voilà. Et puis alors maintenant, il va nous faire une allocution de lundi depuis sa chambre de l'Élysée, peut-être, en visioconférence pour dire, regardez, moi aussi, je suis confiné. Mais comment dire, c'est tout le drame. Il y a un drame sanitaire, mais en fin de compte, il y a un drame politique et sociologique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas écoutés, nous ne sommes pas entendus. Tout reste dans la com. C'est que de la communication, des effets d'annonce. Il se regarde dans un miroir, il prend la pause. Mais en attendant, toujours pas de masque. On ne sait pas vraiment si la chloroquine fonctionne. Enfin, elle a l'air de fonctionner dans d'autres pays, donc je ne vois pas pourquoi. Et puis on nous avait parlé d'un essai prometteur à partir d'un ver marin, et puis en fin de compte, on a arrêté cet essai parce qu'on s'est aperçu que en 2011, lors de ce test sur des porcs, il y avait 100% de mortalité chez ces animaux. Je voulais revenir sur un truc aussi. Au Kremlin-Bicêtre, vous avez vu des infirmiers applaudir en même temps que Macron. Il faut vous expliquer que c'est des images qui ont été publiées par l'Élysée. Il n'y avait pas de journaliste. Alors je vous explique. Les infirmiers n'ont jamais applaudi Macron. Je vais vous lire. Publié sur le compte Twitter de l'Élysée, une vidéo montre le président de la République applaudissant en leur compagnie les personnels soignants d'établissements mobilisés dans la lutte contre le coronavirus. Mais cet extrait ne rend pas compte que partiellement de l'accueil reçu par Emmanuel Macron, qui a aussi dû répondre aux critiques des salariés. Mais ça, on ne vous le montre pas. Et les soignants qui ont envoyé à Europe 1 des vidéos personnelles ont bien précisé, ce n'est pas Emmanuel Macron qui s'applaudissait, mais les héros du quotidien. D'accord? Donc on vous a fait des petits coupages, des petits bidouillages, et on voit Macron en bas, avec 2-3 étages de personnel soignant en train d'applaudir, et on a l'impression que ce personnel soignant applaudit le général en chef, mais c'est complètement faux. Je vous rappelle que l'hydroxychloroquine, qui est associée à l'antibiotique, fait baisser la charge virale, donc évite la surinfection. C'est pour ça que le protocole du professeur Raoult, c'est justement de le faire au début, avant d'éviter la surinfection. Et eux, dans leurs tests, ils le mettent quand les gens sont entre la vie et la mort, très infectés, très complètement encombrés au niveau des poumons. Voilà. Et c'est pour ça qu'on commence à vous dire, oui, il y a eu des incidents, etc., etc., il y a des gens qui ont eu des problèmes cardiaques et tout, parce que le protocole n'a pas été respecté. Voilà, ça se prend pas ça se prend d'une certaine façon, voilà. Et on essaye de tout, voilà, on vous sort 2-3 bêtises et on vous dit, voilà, à tel endroit, il y a eu des problèmes, etc. Oui, il y a des gens qui ont acheté des boîtes et puis qui les ont mangées comme ça, et voilà, ils ont eu des problèmes, bien sûr. Si vous prenez plus de 4 grammes, non, plus de 3 grammes de paracétamol, et ben vous atrophiez votre foie et vous avez une espèce de cirrhose. Voilà. Donc, pas plus de 6 Doliprane ou à 500 mg par jour. Au-dessus, c'est dangereux. Mais bon.
La chloroquine n'est pas plus dangereuse que le Doliprane, mais tout dépend du dosage et de l'accompagnement. Enfin bon, enfin, je reviens au conseil scientifique, là j'avais le nom d'une personne, un membre éminent qui nous avait dit, il y a 3 mois, hein, il ne peut pas y avoir un cas de contamination, même s'il y en avait qu'un, je pense qu'on va très rapidement le contenir. Il ne peut pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. Tu parles d'une préparation, on n'a même pas de blouse, on est obligé de tailler dans les sacs poubelles pour faire des blouses. Enfin bon. Alors, ce qui m'a énervé aussi dans le courant de la semaine, c'est Édouard Philippe qui vous parle d'une sortie du confinement, donc d'un déconfinement. On vous en parle pendant 2-3 jours pour vous faire espérer. Et puis, en fin de compte, après, on vous dit, mais non, il n'est pas question de sortir du confinement avant plusieurs semaines. Euh, vous voyez bien, c'est la République. Toujours ce discours incertain. C'est la République des bonimenteurs. D'ailleurs, Sibeth est une camelot qui vend du vent sur les marchés. De toute façon, dites-vous bien, une quarantaine, de tout temps, une quarantaine, c'est 40 jours. La grippe asiatique, la grippe de Hong Kong, enfin des maladies, la peste, la lèpre, etc. Enfin bon, il y avait toujours eu cette quarantaine. Alors on a sorti, oui, on fait une quarantaine de 15 jours, on appelle ça une quinzaine ou une quatorzaine, je ne sais plus trop, enfin bref. Mais on nous prend pour des imbéciles. On vous dit, vous restez chez vous 15 jours. Vous savez, comme un gamin. Et puis après, on vous dit, ah ben c'est encore 15 jours. Ah oui, d'accord. Et puis après, on vous redit, ah mais maintenant c'est jusqu'au 15 avril. Ah d'accord. Et puis là, maintenant, on va vous dire lundi, ben, il y en a peut-être jusqu'à mi-mai. Moi déjà, j'estimais que jusqu'au 4 mai, rentrée des classes officielles, des vacances de Pâques, on, on aurait eu de la chance déjà de sortir le 4 mai. Mais là, comme c'est parti, on a beau vous dire que les choses s'améliorent, elles s'améliorent, mais il y a quand même 500 morts de plus tous les jours, hein. Bon, donc voilà. Euh, donc ce que va nous dire Macron, il est en train de préparer son discours, c'est pour ça qu'il l'a reculé. Il va se la jouer la Churchill, hein, du sang et des larmes, il faudra faire des efforts et tout, hein. Alors je tiens à préciser, hein, euh, déjà dans les jours chômés, on vous oblige déjà à prendre 6 jours de congé, d'accord? D'office. Votre 5e semaine, elle part dans le confinement, là. Et puis ensuite, vous vous rendez bien compte que vous n'allez pas partir 4 semaines en vacances, hein, cet été, hein. Non, 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 non. Il va falloir remettre la France au boulot, éventuellement. Et encore faut-il qu'il y ait des usines qui tournent. Et donc, on va vous abstenir de prendre vos congés. Et puis, vous aurez peut-être 15 jours de congé minimum, et un grand maximum plutôt. Et puis, il faudra travailler. Voilà, hein. Ça ne va pas se faire tout seul, hein. Et puis, alors, toutes les aides qui sont promises, je peux vous dire que les prêts garantis par l'État, ou ils sont garantis par l'État pour des boîtes qui sont saines, hein. Des gens qui avaient déjà un tout petit souci, qui avaient une notation Banque de France un tout petit peu légèrement un peu compliqué, eux, ils ont droit à que dalle, ils ont droit de couler. Et puis les différentes primes, les primes de 1 500 € pour les commerçants, les entrepreneurs, etc. Il y a des conditions, je me suis renseigné, vous inquiétez pas, ils ne distribuent pas l'argent comme ça. Donc il y a beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup, beaucoup. C'est comme les masques, hein. Toutes les semaines, on vous dit, mais il y a des masques qui sont commandés, qui vont arriver. Ah oui, ils vont arriver. Ah oui, ils vont arriver. Ouais, ouais, d'accord. Quand vous avez le double des contrats, montrez-nous quel est le délai qui est confirmé. Ah, ça passe à travers. Vous voyez, je veux dire, voilà. On va en avoir jusqu'au mois de juin. Enfin, commander des chocolats de Pâques pour le mois de septembre, hein. Ouais, voilà, à peu près c'est le même genre. Bon. Donc il va nous faire une allocution le 13 avril à 20h. Parce qu'il lui fallait le temps de bien peser la situation. Voilà, ça fait 2 mois qu'on a les pieds dans la mouise, si je peux dire. Mais c'est pas encore, vous voyez, il faut bien qu'il pèse parce que euh, la grave crise sanitaire engendrée par la propagation du Covid-29, alors l'origine évidemment est inconnue, hein, le traitement est plus ou moins inexistant. Alors tous les jours, on regrette l'augmentation du nombre de cas positifs et de morts, hein, bien sûr. Donc on a une émission tous les soirs, c'est comme les chiffres de loto, on vous dit ben, plus 600 morts, plus 650. Ah ben là c'est mieux, on n'a que 550 morts de plus, c'est mieux que hier. Vous voyez, on dirait les chiffres du loto qu'on vous annonce. Enfin bon. Donc le chef de l'État va nous dire quel sera le terme du confinement, avec beaucoup de prudence, hein, début mai je pense. Mi-mai plutôt, ouais, je dirais même.
Voilà. Alors, soi-disant qu'ils veulent nous faire un discours, d'après ce qui a été écrit dans le Parisien, ça veut dire un discours qui va rentrer dans les annales, vous voyez, carrément une refondation sur le monde d'après. Un discours fondateur qui acterait la fin du confinement, qui marquerait les débuts d'une ère nouvelle. Un tournant majeur sur notre modèle de consommation et nos modes de vie. Ah bon? Sans blague. Sans disant, il nous parle de supprimer certaines réformes, peut-être celle des retraites ou de l'audiovisuel public, parce que je pense qu'il voulait supprimer une chaîne de télé, donc voilà, il va supprimer. Enfin, c'est pas ce que ça nous change, mais bon. Franchement, durant toutes les présidentielles il y a 3 ans, durant les européennes il y a 1 an, nous avons bien dit que ce système de libre-échange mondial était, comment dire, était fou. Faire venir des milliers et des milliers de bateaux, de porte-conteneurs avec des produits qui viennent d'Asie, de faire bosser des gamins de 12 ans ou 10 ans pour fabriquer votre smartphone et que vous puissiez changer de smartphone tous les ans pour avoir le dernier nouveau modèle, plus, mieux, bien, c'était complètement fou. Aller faire venir des fruits et des légumes qui viennent d'Amérique du Sud pour qu'il y ait du libre-échange et que puissent les Allemands vendre leurs voitures et leurs machines-outils dans ces pays, voilà. Mais nous, ben, on achètera des pommes et des poires qui viennent de France ou de proches pays européens, mais on n'a pas besoin des poires d'Argentine. Oui, bon, c'est un exemple. À un moment, il faut arrêter quand même. Faut arrêter. Et nous, on balance de la cam parce qu'elle est trop chère et nos paysans se pendent. On l'a dit, on passait pour des ringards. Nous qui sommes souverainistes, patriotes, on passait pour des ringards. On nous disait oui, mais ça c'est la France d'avant, c'est la France des pecnos, des paysans. Mais non, c'est le monde ouvert, c'est la nation start-up, la start-up nation, nous disait Macron. Et puis maintenant, il revient sur les fondamentaux. L'État. Et oui, heureusement qu'il y a quand même un État et qu'il y a des gens qui sont au service de l'État et il y a des gens qui meurent en travaillant pour l'État, qui sont infirmiers, qui ont été contaminés parce qu'ils n'avaient pas de moyens de protection et des gens qui gagnaient peut-être 1 400 € par mois et qui sont morts, contaminés, voilà, hein, parce que l'État n'a pas fait son boulot de protéger son personnel. Voilà. Enfin bon, je voudrais revenir un tout petit point de détail encore sur Nicole Belloubet, hein, qui s'est félicité quand même d'avoir fait libérer 8000 détenus depuis le début de l'épidémie. Ils ont été libérés avant la fin de leur peine, en raison de l'épidémie. Alors, c'est dans la ligne, dans la suite logique de Madame Taubira. Hein. Madame Taubira avait un petit peu plus de lyrisme. Belloubet, c'est un peu plus terne. Il faut déjà arriver à la comprendre. Mais bon, c'est toujours des gens qui sont dans l'idéal. Comment dire? Ils ne sont pas pour la prison, ils rêvent de la prévention. Alors, il y a beau avoir des faits de délinquance, eh ben non, ils ont leur idéologie, il faut relâcher les gens. Et donc, ça empêchait pendant des lustres les pouvoirs judiciaires de mettre en place, de créer des prisons. Parce que, bon, s'il faut des prisons, voilà. Alors, il y avait l'aspect économique, l'argent, mais aussi une idée morale de détestation de la prison. Donc, en Europe, la France est l'un des pays qui abuse le moins de la prison. Les juges sont laxistes, hein. Peut-être pas pour les gilets jaunes, hein, mais bon. Voilà, par exemple, je me souviens un djihadiste qui a exhibé quand même sur Internet, on le voit avec la tête de sa victime qu'il avait décapitée, il a pris 7 ans. Et des mecs comme ça, on peut les relâcher. Et puis alors, même quand il y a une condamnation, eh ben, sur 7 ans, vous allez en faire 5, vous voyez. Donc la France est l'un des pays qui a le moins construit de prisons ces 30 dernières années. Et évidemment, il y a une surpopulation carcérale parce qu'on a quand même beaucoup de délinquants. Et encore, c'est la bonne raison pour laquelle il n'y a pas assez de condamnations. Donc voilà, alors je peux vous dire que certains, déjà les mecs se sont retrouvés pendant des années en prison, vous pensez bien qu'ils ne vont pas respecter le confinement, franchement. Ils vont se retrouver dehors. Déjà, ils sont peut-être contaminés en prison par le Covid-19. On les relâche, ils vont se balader toute la journée. Ils ne vont pas rester chez eux, d'ailleurs, ils n'ont plus de chez eux. Qu'est-ce qu'on en fait? Et alors, quelque part, le summum de la bêtise, c'est qu'on relâche des gens qui ont fait des actes délictueux graves, des viols, des vols, des agressions. On les relâche dans la nature et on va emprisonner des personnes qui ont fait preuve d'une certaine incivilité poussée. Au bout de 3, 4, 5 PV de non-présentation de votre papier,
vous avez droit à un séjour au commissariat et ensuite vous avez une condamnation qui peut aller à 2 mois de prison ferme pour avoir été très, très, très incivique et très rebelle aux instructions du gouvernement concernant le papier et l'heure pour sortir. Voilà. Donc, on met des gens honnêtes mais inciviques en prison et les gens qui ont fait des crimes et des atrocités, on les libère. Donc, allez savoir. Enfin, c'est un peu compliqué. Voilà, sur ce, je vous laisse. On attend lundi pour voir ce que va nous dire Macron. Mais il va nous promettre, comme Churchill, du sang et des larmes pour reconstruire la France. On est en train de donner plein de sous à les banques. Enfin bon, il y a quand même une perte des libertés. On va tout faire pour réduire un maximum les libertés, j'y reviendrai, mais j'ai l'impression que quelque part, on laisse les choses s'aggraver. Et après, vous aurez tellement eu peur que quand ça ira un peu mieux, vous vous contenterez du peu et vous ne chercherez pas à revenir sur la liberté d'avant. C'est très particulier. Mais bon, on aura l'occasion d'y revenir, mais vous vous rendez compte que les gens trouvent normal qu'on les trace sur leur smartphone, vous voyez. Et c'est ce qu'on appelle nouvel ordre mondial. Et bon, il y a des tas de trucs, je vous en parlerai. Il y a des annonces qui sont faites, il y a des choses comme ça qui sont quand même relativement bizarres et qui tombent bien à propos. Voilà. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Je ne veux pas trop vous. Mais bon, réfléchissez un petit peu quand même. Tout ce qu'on essaie de vous faire croire et se privilégier de liberté. Allez, ça marche. Soyez très prudents, faites très attention. Prenez bien les mesures pour ne pas tomber malade. Puisque pour l'instant, nos hôpitaux sont pleins. Si vous tombez malade dans 15 jours, 3 semaines, avec toutes les personnes qui seront mortes, il y aura un petit peu plus de place. Et ça sera moins surchargé. Mais pour l'instant, il faut faire attention. Voilà, d'accord? Allez, je vous remercie. Merci pour votre écoute. Merci pour les partages. Essayez de partager un maximum sur vos pages Facebook, à droite, à gauche. Merci en tous les cas. Merci de ce rendez-vous et à très bientôt. Allez, au revoir. Merci.